littérature scientifique avait-elle appris à Jean-Jacques Mellet sur les amalgames dentaires? D'abord, ceux-ci sont composés pour moitié de mercure, un métal aux propriétés étonnantes puisqu'il est liquide à température ambiante. C'est aussi, et surtout, un poison, dont la toxicité redoutable est connue depuis l'Antiquité, et qui s'est notamment illustrée, au XXe siècle, par la tragédie de Minamata. Dans ce village japonais, une usine contaminait la mer en mercure, puis les habitants s'intoxiquaient en mangeant le poisson. Nombre d'entre eux furent frappés par de terribles maladies neurologiques, et des femmes donnèrent naissance à des enfants aux malformations épouvantables. En France, en 1919, l'hydrargérisme, c'est-à-dire l'intoxication au mercure, a été, avec le saturnisme, l'intoxication au plomb, l'une des deux premières maladies professionnelles reconnues. Sachant cela, comment se fait-il, se demande le docteur Mellet, que 20 tonnes de mercure, pas moins à l'époque, soient posées chaque année dans la bouche des Français? En réalité, en époussetant l'histoire, il apprend que le mercure ne s'est pas imposé sans quelque effort dans les soins dentaires. Quand, en 1833, deux Français qui se prétendaient dentistes, les frères Crockwood, ont introduit l'amalgame aux États-Unis, The American Society of Surgeons, association de dentistes qui faisait loi à cette époque, exclut ceux de ses membres qui recouraient à ce matériau toxique. Mais les réprouvés, désireux d'accroître leur patientèle, en effet la seule alternative à l'époque c'était l'or, bien trop onéreux pour la plupart des gens, les réprouvés, disais-je, finirent par se regrouper entre eux pour former The American Dentist Association, ADA. Ils se mirent alors à prôner l'usage du mercure dentaire sans que jamais recherche ne fût conduite sur la compatibilité entre ce matériau et le corps humain. On entra ensuite dans l'ère des sucres raffinés et des farines blanches. Les caries se répandirent comme une traînée de poutres sur le monde occidental, et avec elles les amalgames dentaires, qui ne coûtaient presque rien. En dépit des protestations de quelques scientifiques, on perpétua cet usage sans procéder jamais, par exemple, à des tests de toxicité cellulaire. Ainsi, les amalgames dentaires se trouvent-ils sur le marché sans avoir jamais fait l'objet d'une autorisation préalable. Pour généraliser l'usage d'un tel poison, il faut l'accompagner d'un discours rassurant, qui est les apparences de la rigueur scientifique. On enseigne donc aux élèves des facultés dentaires que le mercure resterait piégé à l'intérieur de l'amalgame. En 1994, une brochure de l'Association dentaire française, distribuée aux 40 000 dentistes que compte notre beau pays, expliquait ainsi: les nombreuses études cliniques démontrent que toutes les obturations ayant séjourné en bouche 3 à 25 ans conservent approximativement la même quantité de mercure. Une brochure du Conseil de l'Ordre de mai 1999 renchérit: les vapeurs de relargage mercuriel, imputables aux amalgames, se rapprochent de celles provenant de l'air ambiant. En somme, l'amalgame serait stable en bouche et conserverait la même quantité de mercure pour l'éternité. Le contraire a pourtant été abondamment démontré. L'amalgame, comme vous et moi du reste, est soumis aux lois de la physique, de la chimie et de la biologie. Le mercure émet des vapeurs dès 0 degré, a fortiori dans votre organisme, aux alentours de 37 degrés Celsius, et plus encore lorsque vous goûtez le plaisir de siroter une boisson chaude. L'amalgame s'érode lorsque vous mastiquez ou grincez des dents. L'amalgame subit la corrosion des bactéries au milieu desquelles il est plongé. Enfin, quand vous avez différents métaux en bouche, il se crée un effet pile, dans lequel la salive joue le rôle d'électrolyte. Cet électrogalvanisme provoque lui aussi l'érosion des amalgames et le relargage de mercure. Les vapeurs de mercure soit remontent directement le long du nerf olfactif, pour aller se loger au cerveau, soit passent par les poumons. Quant au mercure dissous dans la salive, il passe par le tube digestif. Poumons ou intestin, une partie du mercure rejoint le système sanguin pour être distribué dans l'organisme. Les principaux organes que cible le mercure sont le système nerveux, en particulier le cerveau où il s'accumule tout au long de la vie, le rein, le système immunitaire, certaines glandes endocrines et, pour ce qui concerne la femme enceinte, le bébé à venir. Partout où il transite ou bien se stocke,
Le mercure exerce évidemment ses effets redoutables. Les effets d'une intoxication chronique sont innombrables. C'est d'abord ce qu'on appelle l'éréthisme mercuriel, c'est-à-dire des problèmes de la concentration, de la mémoire, du comportement. Ce sont aussi des fatigues, des tremblements, des troubles cutanés ou digestifs, des douleurs musculaires, des céphalées, etc. Mais revenons aux années 1990. Le docteur Mellé travaille désormais la question du mercure dentaire avec passion. Chez des patients souffrant de troubles jusqu'alors inexpliqués et qui ont longuement erré de généralistes déconcertés en spécialistes incrédules, lui trouve une imprégnation importante en métaux dentaires. Il réalise des thérapies à base de retrait précautionneux des amalgames, accompagnés d'une supplémentation et d'une chélation, c'est-à-dire que des produits vont accrocher fermement les métaux dans l'organisme pour les ramener dans les urines, dans les selles, pour les éliminer. Chez de nombreux patients, cette cure se traduit par une amélioration notable de l'état de santé. Jean-Jacques Mellé dispose alors, lui semble-t-il, de toutes les clés pour alerter les pouvoirs publics et pour apporter des soins à de nombreux malades jusqu'alors sans espoir. Mais dans son engouement, il oublie les réalités institutionnelles qui ne vont pas tarder à le rattraper et à le doucher. On avait apporté nos témoignages de maladies et de déboires. On avait rempli 1000 pages dont chacune brûlait nos mémoires. À peine ont-ils jeté les yeux sur nos histoires, pas plus qu'un carnassier ne se repaît de foin, pas plus la compassion n'entre dans leur pourpoint. On avait compilé toute la science, servi pour eux sur un plateau. On a réclamé une audience pour les avertir aussitôt. À peine ont-ils tendu l'oreille à l'évidence, pas plus que ne boira l'âne qui n'a pas soif, pas plus une idée neuve n'entrera sous leur coiffe. On a usé le temps et la patience avant de savoir